à tous. Bienvenue à ce numéro spécial un petit peu noir et blanc. C'est le premier d'une... une thématique qui sera abordée en 2 séances. Une première aujourd'hui sur un petit peu l'héritage d'Ansel Adams, ce que c'est, comment on l'utilise un petit peu de nos jours et quelle est son utilité. Et logiquement sur la réunion du mois de mars, là, on parlera plutôt de la partie du tirage. Alors, petit changement aujourd'hui, vous pouvez remarquer que je suis tout seul. Daniel nous a, mais alors, vraiment lâché de manière tout à fait honteuse. Il nous a sorti un argument totalement fallacieux que je note à 2 sur 10, qui est la... comment ça s'appelle déjà ? Une hernie discale. Ouais. Où va-t-on, je veux dire. Voilà. Alors qu'en réalité, j'ai la preuve à l'écran. Je demande à la régie de le mettre. Voilà où est Daniel. Bref, donc blague à part, bon, il est effectivement bien dans le mal et présent dans la salle avec vous ce soir. Donc on va enlever cette photo et arrêter de dire des bêtises. Donc je te souhaite un prompt rétablissement, même si forcément ce soir tu ne facilites pas le boulot. Voilà, alors... Donc on va commencer gentiment par présenter un petit peu Ansel Adams, donc qui est un photographe américain qui a commencé sa carrière en 1920. Enfin, dans les années 20, et donc il y a une centaine d'années. Et dans les ouvrages, j'en ai quelques-uns, si on peut les montrer sur l'autre caméra. Je vais enlever ça d'ailleurs. On a à gauche de l'écran ici, vous avez les 3 thèmes, enfin les 3 volumes techniques que l'on trouve toujours en édition neuve, hein, c'est mon petit cadeau de Noël, qui traitent de l'appareil photo, du négatif et du tirage. C'est-à-dire que chaque tome est vraiment spécialisé sur chacune de ces thématiques, à la fois pour la prise de vue, comment l'envisager techniquement et comment aboutir, emmener votre vision jusqu'au bout. Et à droite, vous avez ici un ouvrage que je trouve vraiment très très intéressant parce que ça traite donc 400 photos au travers de pratiquement 70 ans de carrière. Et il y a 2-3 photos, et notamment celle-là à droite, que j'aime beaucoup. Voilà, normalement, vous la voyez assez bien. Imprimée, c'est franchement assez remarquable, et c'est une photo qui a quasiment 100 ans. Donc pour moi, ça reste un photographe majeur. Enfin, c'est pas le seul, je suis pas le seul à le dire. Hein, c'est un peu j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais c'est quelqu'un dont l'héritage, notamment technique, est intéressant parce qu'il nous a permis... c'est quelqu'un qui, de par son travail, nous a permis de transmettre beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et on retrouve son héritage technique dans beaucoup de choses. On va la retrouver finalement dans la mesure de nos appareils photo, on va le retrouver bêtement dans l'histogramme, etc., etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous laisse un héritage majeur, et on va voir donc un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je rappelle aux gens qui sont en ligne, s'il vous plaît, veillez bien à fermer vos micros, parce que sinon ça fait un petit peu de bazar. Daniel, normalement, tu es dans la room, fais la police, sinon je viens de chatouiller la colonne vertébrale. Voilà, ça c'est fait. Donc, le zone système, globalement, c'est quoi? Quelle est l'origine de cet élément? C'est... hop, je vais montrer ça. L'idée, c'était à la fois une difficulté technique de l'époque, puisque aujourd'hui nous avons des capteurs numériques qui sont capables d'encaisser nativement entre grosso modo 12 à 15, 16 diaphragmes d'écart. Je pense qu'on a des générations à venir dans les 2-3 ans où on va voir arriver des chiffres qui commenceront peut-être par 2. En tout cas, il y a quelques brevets qui sont passés dernièrement dans ce sens. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie des capacités mécaniques brutes à choper des différences de luminosité qui sont extrêmement importantes. Et là où auparavant, on aurait pu faire
plusieurs photos, du bracketing pour avoir des informations et dans les hautes lumières et dans les tons moyens et dans les basses lumières, et d'avoir du détail à tous les niveaux, vous allez vous retrouver avec des capteurs, on en est déjà quasiment là, capables de le faire en une seule fois, si à la condition évidemment que vous travaillez dans le format brut, le format RAW, et que vous fassiez un petit peu de post-production. Bon, sauf que à l'époque d'Ansel Adams, évidemment, les capacités brutes techniques n'étaient pas du tout les mêmes. On considère qu'un film était capable d'encaisser, grosso modo, alors, on prend la chaîne au complet, c'est-à-dire prise de vue, adaptation de la sensibilité ISO, adaptation du temps de développement, tirage en conséquence, on pouvait avoir grosso modo une dizaine, à peu près 9 diaphragmes d'écart lisibles. Ça, c'est un point important entre la partie la plus claire et la partie la plus sombre de l'image. Donc ça, c'était une capacité mécanique. Là, je vous affiche sur mon écran pour le moment quelques photos qui sont dans des tonalités assez différentes. On va étudier un petit peu ça. Alors là, j'ai pris des images de quelques mètres de la photo. On regardera en les analysant un petit peu plus près que finalement, le point important, et c'est à ça que sert le zone system en fait, c'est cette gestion du contraste et c'est ce travail en relatif. Et pour que ce travail en relatif soit correct, il faut qu'on ait une base mécanique qui, elle, soit répétable. Et c'était en fait le but d'Ansel Adams, c'était pas de travailler tout seul dans son coin, c'était de pouvoir répéter que chacun et de transmettre en fait au niveau des écoles de photo une méthodologie qui permette de bien établir les valeurs de travail. Et donc, puisque chacun y allait de son petit film avec son développement et son tirage dans son coin, et finalement, il n'y avait pas d'étalomètre. Alors, l'étalomètre que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est la calibration d'écran. Je reviendrai sur cet élément-là un petit peu plus tard, parce qu'évidemment, cette calibration-là, elle est aussi relative à l'usage que l'on va avoir de la photo. Dire j'ai calibré mon écran, c'est déjà très bien, mais c'est largement insuffisant. Donc je parle de ça un petit peu plus tard. Voilà, donc cette première série d'images, donc vous avez en haut à gauche une photo d'Ansel Adams, au milieu James Natchway Rwanda, en haut à droite c'est Françoise Huguier, et en bas vous avez deux photos en encadrement d'Herbritz, et au milieu c'était un test fait par le photographe j'ai oublié le nom, ça c'est pas bien, je vous remettrai tout à l'heure, donc un photographe américain qui travaillait pour Petapixel. Voilà, donc ça, en fait, on va s'apercevoir en analysant un petit peu plus loin les images, la répartition des valeurs peut nous surprendre, puisque certaines zones qui paraissent très claires ne le sont pas forcément réellement. Et ça, c'était assez intéressant. Donc notamment, voilà, le zone système, ce qui a été établi, c'est que vous aviez un point de départ, un gris moyen, qui est donné pour être la zone 5. Donc vous voyez que vous avez donc 10 zones, le 0 étant le noir absolu, pas d'information, ce qui correspondrait aujourd'hui au 0 d'un histogramme, tout simplement. Puis vous avez à l'autre bout la zone 10, qui est le blanc. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'en fait, sur le document qui est marqué, vous avez en fait où se situe, à quoi correspondent les zones en termes de restitution. Donc, une zone, par exemple, donc la zone 5 correspondait aux peaux sombres, à la pierre grise, à bois humide et à un gris moyen. Donc, ça permettait d'avoir un point de départ esthétique, une référence esthétique. Voilà, un bois mouillé, globalement, si on veut le restituer comme point de départ correctement, c'est une zone 5. Et de cette zone 5, vous voyez qu'on va aller à plus ou moins 4 diaphragmes, donc 5, 4, 3, 2, 1, et 4 diaphragmes au-dessus, donc là ils ne sont pas indiqués mais c'est plus 1, 2, 3, 4, qui vont nous permettre donc d'étaler et d'étalonner les zones, puisque
Le point, en fait, le point blanc que l'on avait à ce moment-là, c'était le blanc du papier. Pardon. Et on reviendra donc un petit peu plus loin sur justement l'étalonnage de l'écran pour le faire correspondre. Et ça, c'est un point très important parce qu'en fait, ça correspond bien à la gestion du contraste. Donc on peut désirer faire des photos contrastées ou à l'inverse très douces. Excusez-moi un instant. Un petit peu grippé. Comment dire, vous pouvez avoir une image globalement contrastée, mais par contre désirer que ce soit les valeurs moyennes, les valeurs claires ou les valeurs sombres, gardent ou pas du détail. Et donc c'est cette volonté esthétique qui va faire que techniquement, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette répartition lumineuse, sur cette échelle de valeurs qu'est le zone système, pour pouvoir dire, par exemple, moi je veux des noirs, enfin des images, des zones sombres très denses, mais qui restent lisibles en termes d'intensité, enfin en termes de répartition de lumière, ça va correspondre à la zone 1 et surtout à la zone 2, en fait. Voilà, donc en fait, de chaque valeur, à chaque étape, 1, 2, 3, 4, etc., vous avez à chaque fois un écart de 1 diaphragme. Et donc si on voit les écarts lisibles, on va de 1 à 9, donc ça nous en fait 8 en tout. Si on se souvient bien, aujourd'hui, un écran, la majorité des écrans sont en 8 bits, enfin c'est en train de passer à 10, mais en tout cas pour l'instant on réfléchit, tout notre système de réflexion est en 8 bits. 8 bits sont 2 puissance 8 pour un histogramme, 2 puissance 8, donc à chaque fois c'est 2 fois plus, 2 fois plus, 2 fois plus, 2 fois plus, c'est-à-dire qu'en fait tout notre travail de post-production est calé pour une sortie 8 bits, une sortie qui correspond donc à 8 diaphragmes. Donc finalement, notre sortie, notre bon vieux JPEG 8 bits que l'on retrouve partout sur le web, etc., correspond exactement aux mêmes valeurs que ce que fournissait Ansel Adams en 1930. Voilà, 100 ans pour arriver au même endroit. Est-ce que c'est nous qui sommes en retard? Est-ce que c'est lui qui était visionnaire? J'aurais tendance à dire plutôt que c'est lui qui nous a posé ça. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que cet étalement qui s'est fait un petit peu par la force des choses, parce qu'il était aussi contraint par ce qu'il possédait comme matériel à l'époque, nous a servi en fait de base esthétique et de base de restitution pendant très très longtemps, et notamment parce que la capacité de restitution d'un papier au moment où on faisait un tirage, elle n'a pas énormément évolué au cours de des 50 années qui ont suivi. Aujourd'hui, on peut faire des écrans 10 bits avec des indices de luminosité qui sont beaucoup plus importants que ne l'est le blanc d'un papier, c'est beaucoup plus lumineux, donc on peut avoir plus de valeur, mais jusqu'à très récemment, ça n'était pas le cas. Donc finalement, ce système a permis à poser les bases de toute une restitution pendant, jusqu'à nos jours, quasiment 100 ans, quoi. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc cette petite échelle, elle est quand même très pratique, et vous avez notamment des plugins ou des logiciels, je vais en citer un qui est assez connu, qui est SilverFX, qui permet de travailler par zone. Vous avez des plugins comme le KT de Photoshop qu'on avait présenté avec Daniel l'année dernière, il y a à peu près un an, qui fonctionne sur le même principe. J'en ai repéré un fabriqué par des Italiens récemment que je n'ai pas encore testé, qui va travailler sur le même principe, l'idée étant de pouvoir travailler chacune de ces zones. Voilà. Donc, comment ça va fonctionner? C'est ce que l'on voit là, et ce qui est important, c'est la restitution. Cette restitution, on peut aussi la voir un petit peu comme ça, je vais vous montrer. Voilà, on a nos fameuses zones. On va faire un petit... où est-ce que je me mets mon curseur? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, on va ajouter une petite mesure de couleur pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors, il faut que je me les déplace. Voilà. 0, 1, hop. 2, 3. Bon, ça avait servi à une autre photo, donc vous doutez bien que c'est pas tout à fait au bon endroit, mais c'est pas très grave.
Voilà. Toc, toc et toc. Voilà. Et donc là, ça va être assez intéressant de lire un petit peu quelles sont les valeurs RVB ou tout simplement de luminance qui correspondent à ces différentes zones. Voilà, je vais essayer d'être à peu près bien placé. Donc le 0 correspond bien à un 0, le noir absolu, donc à ce moment-là, on n'a absolument aucun détail de lisible sur notre image. En gros, c'est le noir de votre écran qui est éteint. On sait que le noir de notre écran ne correspond pas au noir de notre papier. En plus d'un écran, d'une technologie d'écran à une autre, la valeur de luminosité de ce noir, et oui, le noir est lumineux, peut varier d'un modèle à un autre. Bon, ça, c'est pas très grave, mais bon, pour le coup, on va le laisser de côté. Ensuite, à l'autre bout de l'échelle, on voit que notre blanc correspond à notre blanc de l'écran. Il est donc à 250, bon, 254 pour ici, pour être précis. Mais ça correspond donc à plus d'informations. Pardon, et c'est bien ce qu'il nous précise. Alors, je vous prie de m'excuser par avance, il y a de fortes chances que je tousse plusieurs fois dans la soirée. Donc, soyez prêts à vous boucher les oreilles le cas échéant. Et ensuite, on va voir donc que sont étalées nos différentes valeurs. Donc, vous voyez, donc la zone 1 correspond grosso modo pardon, à 25-30 points de luminosité, 45, 65, 90, 110, 120, 140, 170, 190. Donc, on a une échelle de référence qui va nous permettre de nous aider à restituer les valeurs. Et ça peut être assez pratique, notamment si on veut faire du tirage. Voilà. Sachant que, et c'est aussi pour ça que cette échelle existe, c'est que ici, la valeur de blanc de mon écran, elle est absolue, c'est une valeur technique dans l'absolu qui est située à 255. La valeur de blanc de mon papier peut varier d'un papier à un autre. Si je prends un Kozo, si je prends un Barité, si je prends un blanc lustré, mat ou autre, on peut les voir en comparant les papiers les uns à côté des autres, qu'on peut avoir des variations dans cette valeur de luminosité. A priori, j'ai une petite question. Non. Est-ce que tu peux agrandir l'image? Certaines personnes Celle-ci de celle-là? Oui. Alors, hop. Par contre, ça ne va pas agrandir les curseurs. Là, je suis désolé. Est-ce que je peux... Ah si, patienter 30 secondes. Je vais faire un réglage système. Vous allez me dire si ça marche mieux. Mon écran. Toc, écran. Moniteur. Alors. XDR. Zut. Ça, je suis pas sûr. Changer la résolution de l'écran. Oui, c'est ça, la résolution. Merci, je le trouve déjà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Clac. Non, si, ça devrait être là, logiquement. Ça, c'est bon. Pouf. Ouais, je suis un peu... Alors, après, réglage. Avancer. Non, s'il y en a un qui me retrouve la solution... Hop, résolution. Hop, de l'écran. Merci. Ok. Bon, il n'a pas l'air d'accord parce que je suis en recopie, en fait. Oui. Voilà. Ça risque de... Et puis ça risque de détériorer. Donc de toute façon, vous pouvez faire l'essai. Hein. Cette charte-là, je l'ai trouvée sur Internet. Hein. C'est très simple. Vous tapez Ansel Adams et vous mettez image, ça va ressortir très très vite. Voilà, on peut la faire assez facilement. Mais globalement, donc je peux vous le relire. Hein, le 0, donc le noir absolu est à 0. La zone 1 correspond grosso modo à 30 points de luminosité. 45 pour la zone 2, 65 pour la zone 3, 90 pour la zone 4, 110 pour la zone 5, 139, enfin 170, 190, 235 et 255. Bon, alors, je ne suis pas certain qu'elle ait été parfaitement étalonnée, mais ça va nous donner un ordre d'idée. En tout cas, ça va nous permettre d'avoir cette référence. On va couper ça. Et on va regarder un petit peu ce que ça peut donner, justement, en ayant ça à l'esprit.
On va regarder un petit peu ce que ça peut donner sur certaines photos. Voilà. Alors ici, j'ai choisi, je sais qu'on a un grand malade qui a séché les cours aujourd'hui, là, Daniel, hein, bisous, qui est un grand fan de Ralph Gibson. Donc j'ai été chercher quelques photos de Ralph.